Frantz Fanon avait dit que l'Afrique avait la forme d'un revolver et que la gâchette s'est trouvée au Zaïre, au Congo donc. Alors, c'est cette gâchette-là que nous allons voir. Parce que cette gâchette, il faudra savoir, la gâchette d'un revolver, si elle est mal manipulée, ce que ça pourrait faire avec le reste de l'Afrique, étant donné que l'Afrique se trouve au centre le Congo se trouve au centre de l'Afrique. Donc, c'est seulement les pays qui sont organisés de l'intérieur qui peuvent faire des deals avec l'extérieur. Et là, je cite le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Ils ont déjà pris un élan. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue chez Mohamed International Network dans Point de vue. Je vais surtout parler de la République démocratique du Congo. Mais vous allez me poser des questions. Pourquoi je parle de la République démocratique du Congo? Est-ce que c'est parce que je viens de là? Oui, peut-être, oui. Mais la République démocratique du Congo, vous savez bien, Frantz Fanon avait dit que l'Afrique avait la forme d'un revolver et que la gâchette s'est trouvée au Zaïre, au Congo donc. Alors, c'est cette gâchette-là que nous allons voir. Parce que cette gâchette, il faudra savoir, la gâchette d'un revolver, si elle est mal manipulée, ce que ça pourrait faire avec le reste de l'Afrique, étant donné que l'Afrique se trouve au centre le Congo se trouve au centre de l'Afrique. Alors la question est de savoir de quelle gâchette parlait Frantz Fanon? La gâchette économique? La gâchette culturelle? La gâchette intellectuelle, politique? La gâchette de développement? Ou bien la gâchette tout court, hein? Et cette gâchette-là, si on se pose la question aujourd'hui, est-ce qu'elle est entre les bonnes mains au Congo? Ou tout simplement, on peut prendre cette gâchette-là, allez, on la donne aux autres peuples, aux autres pays. C'est très important qu'on réfléchisse sur cette philosophie de M. Fanon. Je disais donc que je vais parler de la République démocratique du Congo, qui se trouve au centre de l'Afrique, entourée par 9 voisins, dont le Rwanda. Et depuis un temps, vous savez que le Rwanda a occupé pour la énième fois la partie est du Congo, c'est-à-dire le nord Kivu et le sud Kivu. Et quand on parle du nord et du sud Kivu, on peut parler d'une superficie comme la Belgique, ensemble. Peut-être que je peux me tromper, mais on peut parler, si on rentre en Afrique, prenons le pays comme le Congo-Brazzaville, ensemble avec le Gabon, et c'est la partie que le Rwanda occupe au Congo. Alors, il y a ce qu'on appelle les M23, mais bon, je ne voudrais pas m'hasarder là-dessus parce que le M23 n'est que une coquille vide. Donc derrière, sur le Rwanda, et le président rwandais Paul Kagame ne s'empêche plus de le dire. Quand on lui pose des questions, il dit « I don't know, est-ce que vous avez des hommes, des militaires au Congo ?» Il dit « je ne sais pas, I don't know ». Et on lui pose encore la même question, il dit « Ah, mais bon, vous savez, le chef suprême, parfois, il y a des choses qu'il ne connaît pas. » Mais bon, bref,
Le Congo est occupé par le Rwanda va s'en aller, tôt ou tard. Je ne vais pas m'hasarder là-dessus. Et surtout pour les gens qui ne suivent pas le Congo chaque jour, c'est très important pour que je vous donne ces faits. Hein? Il y a des massacres qui sont commis par les militaires rwandais. Les Nations Unies parlent de plus de 5000 militaires rwandais qui sont sur place à Goma et à Bukavu. Nous avons des messages des gens sur place qui nous envoient ici, nos amis qui sont sur place, et des exactions. La nuit, quand la nuit tombe, on entre dans des maisons, on fait des bouclages, on arrête des jeunes gens et on les amène dans des destinations inconnues. Il y a des militaires, des policiers, hommes et femmes, qui sont arrêtés, qu'on amène dans des destinations inconnues pour, soi-disant, leur donner de l'idéologie. Ça, ce sont les faits. Mais nous, ici, à Mwambi International Network, nous avons refusé de courir derrière les faits. C'est-à-dire que nous, quand nous faisons cette analyse, ce n'est pas pour parler de ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est là. Et on en a déjà parlé bien avant. Quand je suis ici à La Haye, ou quand je suis à Kinshasa ou ailleurs, je ne parle que de ça. Et j'avise les intellectuels, aussi bien scientifiques que politiques, de la RDC, donc, comprenez, du Congo. Il faut toujours anticiper et voir ce que l'on doit faire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans. Parce qu'après 100 ans, le Congo, le monde va continuer sans nous. Alors, pour ce, il y a 2 choses que je vais relever ce soir. Je vais traiter 2 seulement. Je vais parler du deal que le Congo voudrait contracter avec l'Amérique de Donald Trump. Et je vais aussi parler du dialogue qui est initié par l'Église catholique. Pourquoi je parle de ces 2 choses-là? Parce que ce sont ces 2 choses qui illustrent la politique interne et la politique externe du pays. Ces 2 choses devraient aller ensemble. Bon. Le deal, d'abord, que la RDC, à travers son président, le président Félix Tshisekedi, voudrait contracter avec Trump. Alors, on en a fait écho, il y a les journaux qui en ont fait écho, ça parle. Le deal, il s'agirait donc des minéraux stratégiques du Congo que l'on voudrait donc que le Congo voudrait partager avec les États-Unis d'Amérique sous Trump pour que Trump puisse sécuriser la RDC, le Congo. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Pour reprendre les problèmes du deal, je pense que tout le monde est au courant. Bon, on ne doit pas toujours dire que tout le monde est au courant parce que ce n'est pas tout le monde qui suit tout ce que nous suivons. Nous suivons la politique, la géopolitique est partout. Et peut-être pour nous, c'est une passion, mais pour les autres, la passion est ailleurs. Je vais vous rappeler le deal que M. le président Zelensky a voulu faire avec les Américains, avec M. Donald Trump.
c'est lui qui avait proposé ce deal-là, bien avant. Et Trump a dit, bon, voilà, nous voulons ce deal-là. Et déjà, à la Maison-Blanche, ils ont fait un concept de ce deal. Et on a invité on a invité Zelensky pour signer ce deal. Et vous avez vu le spectacle que cela nous a donné. Alors, le spectacle, c'est quoi? M. Zelensky est allé à la Maison-Blanche, dans la maison ovale, et il y avait la presse du monde entier, il y avait J.D. Vance, le vice-président, il y avait Trump qui était assis à côté de Zelensky, et il y avait le monde entier qui était là. Donc, voilà, tout ce qu'on attendait, c'est que Zelensky puisse signer le deal. Mais Zelensky est venu avec ses propres idées. Il voulait imposer aux États-Unis d'Amérique, à Trump, que dans ce deal-là soit aussi repris un passage où on lui garantit la sécurité. Ce n'est pas, voilà, on fait le deal, vous prenez ça et puis vous partez. Non, non. Vous nous garantissez la sécurité. Et Trump a dit, bon voilà, nous, on ne va pas vous garantir la sécurité. D'abord, la sécurité, c'est 2%. Le reste, on doit faire le deal. Donc, pour la sécurité, ça va venir de soi. C'est ce que Trump voulait dire. Donc, il y a eu une discussion d'à peu près 50 minutes, 48 minutes. Parce qu'on vous balance une petite séquence de 5 minutes, mais déjà, il y a eu une grande discussion dans laquelle il y a eu une sorte de ping-pong où Zelensky dit, voilà, vous avez fait, nous ne voulons pas que l'autre, que la Russie gagne. La Russie, c'est le Satan avec son président Poutine. Et voilà, nous voulons que nous puissions gagner. Et puis l'Europe doit être dedans, incluse dedans, parce que l'Europe nous a aidés. Et puis voilà, bref, il y a eu un échange de paroles assez rude. Donc c'était genre combat de boxe entre entre Zelensky et toute l'équipe de Trump. C'était très intéressant de voir ça. Très intéressant dans le sens que Zelensky a osé le dire. Mais derrière Zelensky, il y a quoi? Il y a l'Union européenne. Avant que Zelensky n'aille à la Maison-Blanche, il a été précédé par 2 présidents. Donc, le président français Macron et le président et le premier ministre de la Grande-Bretagne. Bon, ils ont été balisés le chemin. Je vais revenir sur Macron, mais voilà. Et alors, ils ont balisé le chemin, et quand Zelensky est allé, il a fait ce qu'il a fait, et je dois dire que Zelensky a osé. Zelensky a osé. Parce que ce qui s'est passé là, ce qui s'est passé avec Zelensky, ça se passe avec tous les présidents de l'Afrique, la plupart des présidents de l'Afrique. Il y avait Madame Samba Panza, qui était à un moment donné présidente de la transition en République centrafricaine, à qui on avait dit de signer des choses par le ministre français de l'époque, Le Drian, je pense, qui lui avait dit, bon, il faut signer des choses. Et elle avait, semble-t-il, refusé. Et ça se passe entre 4 murs. Papier, stylo, vous signez, ou bien, monsieur, vous allez partir. On a dit ça aussi à Mobutu Sese Seko à l'époque, par Bill Richardson.
Il lui a dit, écoute, M. Mobutu, vous devez partir du pouvoir. Si vous ne partez pas, votre cadavre va être traîné dans la rue, nous n'allons rien faire. Il y a eu aussi M. Laurent Désiré Kabila, le président de la RDC. Quand il a parlé avec Mme Madeleine Albright, qui fut la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Kabila lui a raccroché le téléphone. Et après, ils se sont dit des choses. Kabila n'est pas parti pour rien. Il est mort. Mais bon, on connaît. Son garde du corps l'a tué. Mais derrière tout ça, bon, on peut spéculer. Hein? Parce que sinon, si on dit ça tout haut, ça sera du complotisme. Alors, il y a des ministres burundais, des ministres congolais, des ministres des Finances qui allaient à Washington au Fonds monétaire international. J'ai des ministres qui me racontent que c'était des jeunes gens, des jeunes filles, qui les recevaient dans le hall. Monsieur, vous venez faire quoi? Oui, nous venons pour l'ajustement de ceci, de... Oh non, monsieur, on n'a pas le temps pour vous. On n'a pas de temps pour vous. Vous savez comment les Africains, les ministres africains se comportent en Afrique là-bas? Cravate, costume, avec tout un cortège de militaires, de bodyguards et tout ça. Mais quand ils arrivent là-bas, au Fonds monétaire international, ce sont des jeunes filles, hein, de 20, 25 ans, qui leur disent, ben voilà, monsieur, on n'a pas de temps pour vous, vous pouvez quitter. Vous pouvez dégager. Et vous vous rappelez aussi, monsieur Macron, la manière dont il parlait au président du Sahel, le 5 Sahel, hein. Peut-être que vous avez oublié, je vais vous rappeler. Le 5 Sahel, le pays du 5 Sahel, c'était le Nigeria, donc le Mali, le Niger, le Burkina Faso, quoi encore, la Mauritanie, je pense, et le Nigeria. Ben bon, bref, le Tchad. Vous savez, quand il les a convoqués à Pau, il leur a dit, mais écoutez, chers amis, vous devez dire à vos opinions publiques que la France est là pour vous. Et que tout ce qui se passe, la France est une bonne chose pour vous. Et il ne faut pas que la population soit manipulée. Donc, ça créait des tollés. Ça créait un tollé. Et c'est pourquoi nos amis du Mali, de Burkina Faso et du Niger ont pris des décisions qu'ils ont prises. Alors, revenons maintenant au deal congolais. C'est bien, on va faire le deal. D'abord, il faut savoir que faire le deal ou pas faire le deal, il y a eu des deals qui ont été déjà faits au Congo. Déjà, dans les années 50, dans les années 1880, 85, par là, il y a eu une succession de deals. Léopoldé a fait des deals. Mobutu a fait des deals. Et avant Mobutu, les Belges ont fait des deals. Et tous ces deals-là, ont été chaque fois sabotés. On n'a pas respecté des deals. Et même si on respectait ces deals-là, parfois, les hommes forts, les nations fortes, voulaient en avoir plus. Donc vous avez, en principe, vous devez avoir 0 et eux doivent avoir tous, tout. Est-ce que le président Tshisekedi pourrait aller s'asseoir avec Donald Trump et lui imposer le deal, ou bien c'est Donald Trump, les Américains, qui vont imposer le deal? Quelle est notre position
aujourd'hui? Est-ce que nous sommes dans une position de force? Le président Trump lui a dit à Zelensky qu'il n'a pas de carte en main, qu'il n'a pas de force, qu'il n'a rien. Est-ce que nous, on a des cartes en main? Le président Tshisekedi a les cartes en main. Au-delà même du président Tshisekedi, le Congo a des cartes en main. Alors, c'est quoi les cartes en main? Les cartes en main, c'est le rapport de force, c'est l'organisation dans son pays, la gestion de la souveraineté de l'État, la gestion de l'administration, être fort, surveiller ses frontières. Et dans ce cas-là, vous avez des cartes en main. Mais nous avons un Congo qui a été, une pièce du Congo qui est prise en otage par le Rwanda, donc l'Est du Congo. Donc là, nous n'avons pas de carte en main. Nous avons une armée en lambeaux, avec des généraux oligarques, c'est-à-dire des généraux qui ne voient que de l'argent, des généraux commerçants, des généraux qui ont des bars, des boîtes de nuit, qui construisent des gratte-ciel à Kinshasa, partout au Congo, et même en dehors du Congo, en Europe. Ce sont ces généraux-là à qui le gouvernement congolais donne de l'argent pour acheter des munitions, des logistiques pour leurs troupes, et ils destinent cet argent-là à autre chose que la destination pour laquelle cet argent a été fait, ou bien fait. La destination pour laquelle cet argent-là a été voué. Alors, ce n'est pas dans cette position-là qu'on pourrait faire le deal. Donc, c'est-à-dire qu'il faut mettre de l'ordre là. Il faut avoir une armée avec de vrais soldats, pas avec des généraux oligarques. Quand il y a la moindre escarmouche, ils prennent fuite. Et quand ils prennent fuite, ils vont fuir au Rwanda. Ils vont fuir au Burundi. Ils ne veulent pas mourir parce qu'ils sont des milliardaires en dollars américains. On va faire le deal avec ce genre de militaires, ces troupes-là. Donc il faudra faire le deal, parce qu'il faut, je propose, il faudra faire le deal par rapport à ça. Par rapport à la construction. Il faut bâtir une armée de l'État, une armée qui sert les intérêts de la nation. C'est pourquoi il faut faire ce deal. Il faut faire le deal pour qu'il n'y ait pas de mafia à l'intérieur du pays. Mais ça, ce ne sont pas les autres qui viendront mettre de l'ordre à l'intérieur du pays. Parce que à l'intérieur du pays, s'il y a le deal c'est pour que l'on puisse vous sécuriser, pour que vous puissiez vous-même vous développer à l'intérieur du pays. On ne va pas faire ça, on ne viendra pas se battre pour vous. Hein, vous avez vu, Zelensky, c'est vrai, les Européens lui ont donné tout, ils étaient même présents, les Américains étaient présents, mais on a vu Zelensky, on a vu ces gens, même s'il y a la corruption en Ukraine, mais quand on regarde l'Ukraine, on compare avec ce qui se passe au Congo, il n'y a pas match. Il n'y a pas de comparaison. Donc, oui, pour le deal, mais il faut préparer d'abord le terrain.
Parce que ces deals-là, moi j'ai parlé avec l'ambassadeur Massangou. L'ambassadeur Massangou, c'est qui? L'ambassadeur Massangou, il était ambassadeur ici aux Pays-Bas depuis un temps. En fait, ça fait quelques années. Et puis, il était, ce que j'ai compris de lui, on parlait de ça. Déjà à l'époque, hein, ça doit faire 10-15 ans qu'il était ambassadeur ici aux Pays-Bas. Quand on parlait des minéraux, il a dit, mais est-ce qu'il y a encore des minéraux au Congo qui sont des minéraux des Congolais? Et quand il pose cette question, il a répondu. Il a dit, mais tous ces minéraux là-bas, ce sont des minéraux des Américains. Ils attendent tout simplement qu'il y ait la paix, qu'il y ait un peu d'ordre pour venir les exploiter. Donc, chaque fois, ce sont les mêmes minéraux qui sont les minéraux soi-disant des Américains qu'on récupère, on les vend aux Chinois. Et quand les Chinois sont là, alors on change les deals parce que les deals, M. Kabila, le président du Congo, avait fait aussi les deals de 7 milliards ou de 9 milliards en 2008, 2009 par là. On en a parlé. Le monde entier était là, il ne faut pas faire ce deal et tout ça. C'était le deal de 9 milliards en échange avec des stades, des routes, des autoroutes et tout ça. Qu'est-ce qu'on a retenu de ces deals-là? Zéro. Il y a des ministres qui se sont enrichis. Il y a tout le monde qui s'est enrichi. Mais le deal, donc le 9 milliards, le président Tshisekedi a voulu, a tenté de rectifier cela sous pression des Américains, sous pression de l'Union européenne. Donc, quand il y a deal, il faudra que la politique interne puisse répondre à ce deal-là. C'est-à-dire, quand le deal nous arrive, nous trouve dans une situation où nous pouvons implanter les conséquences, les résultats de ces deals-là. Mais on va implanter ces résultats de ces deals-là sur les ruines politiques, sur les ruines économiques, sur les ruines sociales, culturelles, sur le chaos, sur la corruption, sur la mafia. Car c'est tout ça qui caractérise la politique interne du Congo. Il y a des ministres qui sont là, seulement pour être ministre. Leur job, c'est être ministre. Avoir une cravate, mettre de costume, se promener et parler français et plus rien. C'est tout ça, son job, c'est être ministre. Ministre de l'Environnement. On ne parle pas de l'environnement. L'environnement, c'est aller parler de... aller parler du climat au Brésil, à Paris, partout. Mais là, c'est la poubelle. Kinshasa, c'est la poubelle du monde. La poubelle. Est-ce que c'est sur ça qu'on va mettre le deal? Vous allez faire le deal avec les Américains. Vous venez, vous avez l'environnement comme ça. Non, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire qu'il faut organiser la politique interne. Organiser cette politique interne, pas avec des gouverneurs comme ça, qui marchent 2 pas et puis ils sont fatigués. Allez, il va faire des tours avec des métros, je ne sais pas, des bus à Istanbul. Oh non, voilà. Comme on aime tellement de théâtre, hein. Oh voilà, il est dans un truc là, de touristes, ou bien il a loué. Il dit voilà, c'est ça le métro que nous allons amener à Kinshasa.
on va appeler ça Métro-Kin pour désengorger les routes de Kinshasa. Ça, c'est du théâtre. Et le deal ne peut pas marcher avec ce genre de personnages. Le deal ne peut pas marcher sur tout ce que je viens de dire. Donc, il faudra changer. Pas changer pour une année, pour 2 ans, mais pour 10 ans, pour 20 ans et pour les générations futures. Cette classe politique qu'il y a, c'est 0. Ce n'est pas sur cette classe politique qu'il faut compter. Parce que nous, ici à l'étranger, nous de la diaspora, pas n'importe quelle diaspora, il y a des jeunes gens qui sont nés ici, des jeunes gens qui se sont réveillés, qui sont exclus du Congo, des recettes du Congo, du bonheur du Congo, par cette mafia, cette classe politique mafieuse. Ces jeunes gens-là ne vont pas tolérer. Ces jeunes gens-là sont debout. Ces jeunes gens-là veulent s'approprier le Congo. Ce n'est pas le Congo que vous allez partager entre petits partis politiques qui ne servent à rien et vous vous dites, voilà, nous, on a un parti politique, on mérite ça. Nous, on a un parti politique, on mérite ça. Et c'est là où il y a tous ces gens de rébellions qui sont à gauche, à droite, pour des petits intérêts particuliers, privés. Donc, s'il faut organiser un deal, il faut d'abord organiser l'intérieur, donc la politique interne. Il ne faut pas qu'on ait un deal sur la pourriture, sur l'incompétence, sur l'ignorance. Parce que c'est ça, le Congo. Quand on nous regarde de l'extérieur, c'est ça. Quand nous regardons, c'est ça. C'est l'incompétence. Ça nous rabaisse tous. Ça ne fait pas la fierté qu'on en parle comme ça. Mais on doit le dire. Le Rwanda doit partir, va partir. Ce n'est pas son pays. Ça va partir. Mais il faut déjà qu'on puisse parler de ce qui va se passer après que le Rwanda soit parti. Dans 10 ans, dans 20 ans. Il faut organiser. Il faut savoir qui sont les Congolais qui habitent là, sur une rue, dans un quartier, dans une ville. On ne connaît rien. Donc, c'est ça pour le deal. Sinon, cette gâchette-là, de Frantz Fanon, nous pourrions vraiment la donner à d'autres pays. Parce que si, dans tous ces bouleversements, il y a le chaos. Ce chaos-là, le bouleversement mondial, ce chaos-là peut profiter à l'Afrique. Mais si et seulement si les pays africains, pas tous en bloc, parce que ça ne va pas exister, toute cette histoire de panafricanisme et tout ça, des pays qui vont être ensemble, c'est faux. Il faut arrêter avec ces histoires-là, c'est faux. Les peuples de l'Afrique sont des panafricanistes. Mais ces dirigeants-là, ça ne va jamais être des panafricanistes. Chacun a ses intérêts, les uns sont des clients des autres, et tout ça, ça ne va jamais être des panafricanistes. Donc, c'est seulement les pays qui sont organisés de l'intérieur qui peuvent faire des deals avec l'extérieur. Et là, je cite le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Ils ont déjà pris un élan. Quand nous, on parle aujourd'hui des deals, et ils avaient déjà fait le deal avec Poutine. Et aujourd'hui, Poutine travaille avec les Américains. Et voilà,
eux, vont se trouver sur une bonne voie. Et les autres, le Congo, la gâchette du revolver, nous risquons de la fixer sur nous et faire un assassinat collectif avec cette gâchette-là. J'avais dit que j'allais faire 2 sujets, parler aussi du dialogue catholique. Je ne fais pas le 2e sujet. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que sinon, ça va être beaucoup trop. Ça va être beaucoup trop. Vous allez dire, ce monsieur-là, il parle beaucoup. Mais ce n'est pas beaucoup parler. C'est réfléchir à haute voix. C'est donner des petites idées et des petites gouttes d'eau qui peuvent faire l'océan. C'est très important, surtout en ce moment où le monde va se partager. Nous sommes vraiment témoins de grands bouleversements. Nous sommes témoins d'un 2e partage du monde. En 1885, quand le monde s'est partagé, surtout quand l'Afrique s'est partagée à Berlin, nous n'étions pas là. Aujourd'hui, en 2025, nous avons le privilège d'être là. Vous allez encore dire, oh non, on n'était pas là quand vous partagez l'Afrique. Vous étiez entre vous là-bas. Non, on est là. On est là. Mais quand on regarde les Africains, partout là, en Afrique, à part nos amis de l'EAS, mais on regarde le reste de l'Afrique là, c'est la pourriture. L'Union africaine, on ne sait pas ça sert à quoi. On a au moins quelques pays dans l'Afrique australe là-bas. On a l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, et la Namibie qui essaie un peu, le Botswana aussi, qui essaie de faire du bon travail. Mais au centre de l'Afrique, là, la gâchette, on risque de la fixer sur nous comme ça. Et on a un assassinat collectif, si on ne fait pas attention. Donc c'était Alphonse Mwambi, de Mwambi International Network. Vous êtes d'accord avec moi? Tant mieux. Vous n'êtes pas d'accord? Très bien. Mais abonnez-vous sur notre chaîne Mwambi International Network. Suivez-nous sur TikTok aussi. Et partagez cette vidéo, même si elle ne vous plaît pas. Merci et bonne soirée chez vous. Au revoir.